Alors, déjà, vous pouvez, ceux qui êtes en ligne, poser vos questions dans le chat. Moi, directement, il y a au moins un mot qui a été prononcé, me semble-t-il, par vous deux, à la fois Arnaud Passalacqua et Antoine Hardy, c'est celui de ralentissement. Et ce ralentissement, en fait, c'était d'essayer disons, de l'expliciter un peu plus, parce que est-ce qu'il s'agit d'un ralentissement uniquement des mobilités, un ralentissement des achats, un ralentissement de la compétition, un ralentissement de compétition interne au monde de la recherche, un ralentissement du nombre de publications, un ralentissement de la recherche elle-même et de la production de savoir. En fait, voilà. Est-ce que vous pourriez parler, rebondir autour de cette notion de ralentissement et peut-être l'expliciter? Pour moi, ralentissement, ça s'oppose à accélération, on va dire. Enfin, oui, c'est ça. Et du coup, je renverrai directement aux travaux d'Hartmut Rosa, le bouquin qui s'appelle Accélération, une histoire critique du temps, et qui explique bien à quel point l'accélération des vitesses, des mobilités, n'est qu'une des composantes d'une accélération plus globale de la société, de nos modes de vie, en fait, de nos modes d'être, de nos relations sociales, et également que c'est une accélération qui, en fait, crée le sentiment de manquer de temps. C'est-à-dire que plus ça va vite et moins notre cerveau est capable de gérer ça, et puis il a le sentiment de manquer du temps. Et donc, le ralentissement auquel on peut appeler est un ralentissement qui s'inscrit vraiment en miroir de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le ralentissement de l'avion ou de la voiture, mais c'est en fait un ralentissement plus global qui se construit dans les modes de vie et donc dans les modes de faire, dans les modes de publication, pour ce qui est de nos activités à nous en tant que chercheurs ou chercheuses. Et je laisse la parole à Antoine. Merci pour cette question sur le ralentissement. Alors, je suis un petit peu plus réservé sur le travail d'Hartmut Rosa. Alors, c'est pas à mon niveau de doctorant que je vais prétendre voilà, à une critique de quelqu'un qui a quand même un travail aussi institué, mais en tout cas quelque chose avec lequel j'ai du mal avec le travail d'Hartmut Rosa, voilà, c'est son niveau de généralité. C'est quand même une vision très macro. Et je pense qu'il y a aussi des travaux qui vont être un peu plus localisés, qui vont questionner quand même l'effet de l'accélération, c'est-à-dire jusqu'à quel point un grand récit qui présente des tendances aussi nettes sur des ensembles aussi vastes peut-il ne pas se voir nuancé par des enquêtes un peu plus localisées. Sur la question de l'accélération, qui est un thème hein, quand même qu'on retrouve de longue date dans des travaux d'auteurs européens. Il y a le travail de Christophe Bouton récemment hein, qui a publié un essai un livre de recherche sur cette idée de ralentissement. Et on voit d'ailleurs qu'au XIXe siècle, c'est déjà assez structurant. Donc, on a toujours l'impression que la société accélère, mais pas forcément avec les mêmes chaînes argumentatives derrière. Ça, c'était une première chose. Une deuxième, sur l'idée de ralentissement qui a été prise en charge dans l'espace scientifique par un certain nombre de travaux autour de la slow science. Donc ça s'est retrouvé. Alors, il y a un certain nombre de publications qui se retrouvent autour des années 2010. C'est plus ancien que ça. Hein, dès la fin des années 80, début des années 90, il va y avoir des publications. Un article assez rigolo, fin 80, d'auteurs américains qui dépeignent la science soviétique. Alors, je crois que c'était 88 ou 89, je ne sais plus, comme étant le modèle d'une science qui prend son temps face à une recherche états-unienne qui est beaucoup plus segmentée et soumise à des injonctions de rapidité dans les résultats et qui, du coup, ne produit pas ce qu'elle pourrait obtenir autrement. Donc, voilà, là aussi, dans l'espace scientifique, ça se retrouve et c'est un petit peu plus ancien. Et il y a eu voilà, des travaux et dans un numéro de la revue Sociaux, le numéro 17, on a republié l'appel en faveur de la slow science qui avait été partagé par l'anthropologue Joël Kando en 2010 et qui fait un retour 12 ans après sur cette notion, sur sa postérité scientifique. Donc voilà, on voit que le ralentissement, les différents appels au ralentissement n'ont pas produit les résultats escomptés, c'est-à-dire que il n'y a pas moins de pression à la publication.
Je suis pas un spécialiste du ralentissement, mais pour pas être trop long sur cette première question, je dirais que ce qui entrave la capacité au ralentissement est sans doute lié à la montée en puissance des indicateurs bibliométriques. Là-dessus, il y a un certain nombre de travaux qui morcellent le travail scientifique et le rapport au temps qu'on peut avoir dans celle-ci. Donc voilà, si je devais donner mon opinion personnelle, je dirais que le ralentissement me semble devoir être général, mais que ce ralentissement-là ne signifierait pas une moindre qualité des travaux scientifiques, et ce serait peut-être même tout le contraire. Merci. Vous avez tous les deux évoqué le fait qu'il y avait, disons, des pratiques de mobilité assez hétérogènes en fonction du domaine disciplinaire, du genre, notamment, de mobilité des chercheurs. Et comment on fait pour réduire la pratique de l'avion quand il y a des pratiques aussi hétérogènes de façon un peu fine, c'est-à-dire si on impose une règle d'en haut très dure, est-ce qu'on ne va pas créer quelque chose qui n'est pas neutre en fait pour les différents acteurs, que ce soit lié à leur genre, à leur position de carrière, à leur discipline. Donc je ne sais pas qui veut réagir en premier, peut-être Antoine en premier. Oui, c'est une question importante qui est liée à l'avion, mais aussi à d'autres pratiques qui consomment des ressources énergétiques de manière importante. Comment réduire? Ça pose la question de qui décide, je pense, à quelle échelle. Alors, je ne serai pas en mesure d'avoir une parole assertive et définitive sur le sujet, vu la variété des situations géographiques, disciplinaires, sociales, etc., qui caractérisent quand même le milieu de la recherche en France, mais pas seulement. Mais pour dire malgré tout que ce que j'ai constaté dans mon terrain d'enquête, c'est que beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé, donc voilà, où j'ai fait des entretiens, où je participe à des réunions, etc., considèrent que la démarche collective, la discussion collective est importante face à ces questions. Et le comité d'éthique du CNRS a rendu un avis le 13 décembre dernier, qui est très intéressant, et qui s'inscrit aussi dans cette démarche en disant, voilà, bien sûr, il n'y a pas que le coût carbone de la recherche, il y a une question plus large d'éthique environnementale de la recherche scientifique qui est à considérer au même titre que d'autres formes d'éthique de la recherche. Donc, ce n'est pas un supplément d'âme pour chercheuses et chercheurs, ça fait partie de l'éthique du métier, mais que c'est à une échelle collective qu'il faut discuter de ça. Donc, c'est ce que j'aurais tendance à dire, Julien, voilà, sur la pratique de l'avion. Comme pour le reste, effectivement, si c'est quelque chose qui vient d'en haut, en tout cas, ce serait orthogonal aux pratiques et aux intentions que moi j'ai pu observer sur mon terrain d'enquête, qui est de construire autre chose par rapport à ça et de redonner du pouvoir au laboratoire et de refaire du laboratoire une échelle politique où, voilà, qui est l'espace des moyens de production du travail scientifique, et que ce soit à cet espace-là que les choses soient discutées. En tout cas, ça c'est quelque chose d'assez net sur mon terrain d'enquête. Alors moi, je peux partager effectivement ce que Antoine vient de proposer. Je pense que le monde universitaire, c'est un monde plutôt de la démocratie et qui donc du coup doit s'auto-organiser sur ces questions. En revanche, un élément de complexification, pour le dire, c'est que moi, ce qui est sorti aussi dans mes discussions, c'est qu'il y a un certain nombre de collègues qui disent « oui, je prends l'avion, mais je viens en vélo au labo et je mange pas de viande ». Et donc du coup, il y a la question de l'éthique personnelle de la personne, et qui vient donc rendre complexe la question de critères éventuels qu'on pourrait mettre en œuvre sur qui a le droit au sein du labo de faire tel ou tel vol. Mais plus globalement, je pense que cette question, elle est là pour la société en général, sur la répartition de notre effort climatique, qui, avec chacun ou chacune qui va avoir ses arguments pour dire oui, mais moi je. Et donc la construction démocratique de ça se pose à l'échelle plus globale que le monde de la recherche, quoi. Oui, Paul Rigny, bonjour. Je voulais d'abord féliciter les deux intervenants parce que ils ont un talent de conteur absolument évident. C'était très intéressant à entendre. Je craignais un peu, vu le sujet, que ce soit un petit peu plus aride, mais en fait, pas du tout. Ça coulait parfaitement. J'ai même noté chez M. Passalacqua un certain talent de maîtrise du suspense
parce que vers la fin, il a présenté un transparent qui s'appelait Les solutions, mais il n'avait pas présenté avant les problèmes. Alors, on les a vus après, évidemment, et puis on savait bien quand même en gros de quoi il s'agissait, mais j'ai pris ça pour une figure de style tout à fait à droite. Bon, la question que je voulais vous poser à l'un et à l'autre concerne plutôt un aspect de méthodologie. Est-ce que les enquêtes que vous avez présentées, c'est quand même un gros travail, c'est quand même quelque chose de lourd, je suppose. Est-ce que la simple, peut-être il faut qualifier le terme, la simple analyse des auteurs des articles pour voir leur côté plurinational, est-ce qu'il y a plus d'articles avec que des Français, ou plus d'articles avec que des Allemands, ou plus d'articles avec un mélange de nationalités, en particulier, bien sûr, avec des nationalités qui se rejoignent plus par avion que par train. Est-ce qu'une simple analyse des auteurs, des compositions des auteurs d'articles ne donnerait pas quand même des informations analogues un petit peu à celles que vous recherchez par les enquêtes? C'est une question. Moi, par rapport aux enquêtes que j'ai faites, j'ai fait une enquête de proximité vis-à-vis de mes collègues que je connaissais quasiment tous les uns les autres. Donc j'étais plutôt sur une vision très localiste, avec un objectif politique de dire on va parler de ça ensemble. Et effectivement, moi je suis dans un monde où on compte pas beaucoup les articles, les auteurs, on publie souvent seul, enfin ça fait pas des masses énormes. On est un monde de sciences humaines où en fait tout ce qui est H-factor et ça, on s'en fiche un petit peu. Même si la bibliométrie a tendance à un petit peu monter, mais on est quand même au-delà de ça, ou en deçà de ça, enfin je sais pas, enfin on n'est pas exactement là-dessus. Donc, par exemple, les bouquins, ça compte en histoire, alors que finalement, ailleurs, je sais que ça compte, ça sert à rien. Donc, je dirais que pour le champ dans lequel je m'inscris, c'est pas si adapté d'avoir une approche comptable des collaborations. Mais dans des champs où on publie de très nombreux articles et toujours avec 8 ou 10 auteurs, peut-être que là, pour le coup, ça peut avoir vraiment une pertinence, à mon avis. Et pour répondre de mon côté, donc effectivement, j'ai plusieurs corpus de littérature, mais celui qui est pertinent pour cette question, c'est sans doute tout ce qui touche à l'empreinte carbone des activités de recherche. Donc, je n'ai pas effectivement compté par auteur. Malgré tout, il y a des choses que j'ai pu constater quand j'ai fait la cartographie, la bibliographie de ce champ d'études. C'est effectivement une inflation des publications. Le fait que ce soit des publications souvent collectives, quasi exclusivement par ailleurs en langue anglaise, et qui aussi sont des personnels de recherche qui regardent leur propre discipline. Par exemple, ça va être les organisateurs d'une conférence qui vont quantifier le coût carbone de leur conférence. Donc on a des espaces disciplinaires avec certaines disciplines qui sont un peu, disons, plus représentées que d'autres. Et notamment dans la littérature, tout ce qui touche aux travaux d'astrophysique sont bien représentés avec des publications qui assez régulières et même encore récentes sur, par exemple, l'empreinte carbone des télescopes, une publication de Jürgen Knotzelder et beaucoup de co-auteurs, co-autrices. Donc voilà, il y a des espaces, mais je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse par ailleurs, mais le fait d'identifier les auteurs, ce que ça pourrait vraiment dire des réseaux scientifiques, étant donné que la politique d'affiliation à une publication diffère beaucoup selon les disciplines, et que là, il y a cette dimension pluridisciplinaire qu'on retrouve dans ces publications. C'est des gens qui publient, qui ne publient pas sur leur discipline. Quand vous quantifiez l'empreinte carbone d'une conférence, vous ne vous inscrivez pas dans une publication c'était par exemple des spécialistes de la durabilité, comme ils se décrivaient. Bon, voilà, c'est pas une publication qui touche à leurs objets de recherche. Donc, jusqu'à quel point ça aurait du sens concernant ce corpus? J'en suis pas tout à fait convaincu, mais c'est certain que les publications peuvent être également traceurs de bien des choses. Je signale qu'il y a des questions dans le chat pour plus tard, pour pas les oublier pour les personnes en ligne. Ok, je vais aller regarder ensuite. Vous avez parlé tous les deux au cours de vos enquêtes, de tension, d'opposition. Effectivement, je voudrais que vous développiez ce point-là pour faire voir qu'effectivement, ce n'est pas quand même quelque chose qui fait non plus totalement consensus, que certains considèrent qu'il y a un risque, que c'est un risque
pour la communauté en général de considérer cela, qu'on pourrait utiliser l'argument environnemental pour réduire les budgets, ce type de choses-là. Donc est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point des tensions et des oppositions qui naissent de ces démarches autour de vos études sur l'empreinte carbone, par exemple. Et puis ensuite, oui, si tu vois des questions, Antoine, en ligne, tu peux aussi y répondre. Donc sur la question des tensions... Non. Allez, d'abord Arnaud. Moi j'en ai vécu, c'est pour ça, mais en fait, ça serait faux de dire qu'il n'y a eu que des tensions autour de mon enquête. Il y a eu aussi beaucoup de choses beaucoup plus ouvertes et d'intérêt, en fait. Des gens même qui m'ont remercié, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient changé leur pratique suite à cette enquête, donc ça j'étais content. Mais quand même, on m'a traité de Khmer vert, enfin tout ce qu'Antoine a expliqué sur le militantisme du Labo 1.5, enfin Sophie, là c'est ça, je crois, la collègue citée. Ça m'est ressorti aussi. Et alors, dire que ça baisse les coûts, je pense pas, parce qu'en fait, ça coûtera plus cher de se déplacer en train ou en bateau. Donc, on peut estimer que finalement, ça va dans le sens d'une demande d'augmentation des budgets de déplacement. Je pense que c'est plutôt une sorte de réticence au changement d'habitude. En fait, c'est plutôt ça que je verrais. C'est on vient bousculer un état de pratique qui est fort agréable. Tout le monde est assez d'accord qu'aller en conférence ou en terrain, etc., ça fait partie de notre travail et que il y a un côté agréable de retrouver des collègues qu'on retrouve tous les 6 mois, ou etc. Enfin, c'est quelque chose qui aussi fait partie de nos relations sociales. Et donc, quelque part, ça veut dire couper, enfin, quelque part, on a la crainte de couper l'individu d'un certain nombre des aménités qui font son mode de vie. Donc ça, je pense que c'est normal qu'on y soit attaché de façon consciente ou un peu moins consciente, et que quelqu'un qui arrive et qui semble dire « ok, c'est fini », on le reçoit pas très bien. Voilà, mais moi je dirais que ça a un petit peu... moi, mon travail, ça a fait jaillir un peu effectivement des questions de façon... Enfin, avec... Je dirais, dans les argumentaires, il y avait aussi des tensions au fait que les gens les plus établis pouvaient dire « ouais, il faut quand même que les jeunes ils puissent continuer à prendre de l'avion », mais je sentais que c'était peut-être un peu une sorte d'instrumentalisation, de dire « ouais, il faut qu'on continue à avoir de l'avion pour les jeunes », mais en fait, ils voulaient aussi que ce soit pour eux. Je pense qu'il y a aussi des tensions possibles entre les groupes de statut de chercheurs ou chercheuses, et que dès qu'on a la pénurie, de toute façon, il y a un moment où c'est la tension qui va réapparaître. Et donc une façon de sortir de ça, c'est de basculer vers autre chose que l'avion, en fait, pour être assez clair, histoire de plus partager la pénurie d'avions, mais de faire ensemble tous du bateau. Oui, je rejoins aussi ce que dit Arnaud. Ça veut dire que, bien sûr, en tant que sociologue ou politiste, on a une appétence naturelle pour les formes de tension et de conflit. Donc voilà. Après, il ne faut pas créer des effets de présentation. Une des choses quand même que j'ai constaté, c'est qu'au moment où débute l'action de ce groupe Labo 1.5, la première réunion, ils sont une quarantaine de personnes, et quelques années après, son action a été structurée, et il y a aussi une prise, on peut dire en main ou en charge institutionnelle de ces questions. Donc, jusqu'à quel point il y a des tensions si justement ce rapport à l'idée de l'éthique environnementale de la recherche ou au coût carbone de celle-ci est, disons, plus généralisé peut-être qu'il ne l'était au départ. Donc, faut pas, n'empêche, voilà, disons, minorer le fait qu'il y a une circulation de cela. Après, il y a des tensions à différents niveaux. Je l'ai dit, et ça a été rappelé par Arnaud, sur la dimension militante. Effectivement, c'est un petit peu l'étiquette qu'on se met ou dont on essaie de se déprendre. Je me souviens d'un entretien avec quelqu'un qui a un poste important dans un organisme national de recherche qui me disait que le travail de Labo 1.5 se situe du côté du militantisme, et tandis que son action était la sienne du côté de la science. Alors même que des gens de Labo 1.5 me disaient qu'ils entreprenaient une démarche scientifique pour donner une assise à ces questions. Donc on voit bien que la notion même de la tension autour du militantisme en fait une espèce de
comme dirait Angèle Christin à propos des métriques, une espèce d'objet symbolique contesté qui est lié voilà, à des stratégies assez différentes. Je prendrai un autre exemple sur les tensions, après le militantisme, c'est l'identification de contradictions. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un lors d'une conférence expliquait que son laboratoire va promouvoir ce genre de pratique et en même temps signer des partenariats commerciaux. Et donc jusqu'à quel point ce genre de recours à des entreprises de quantification ne sert pas à, disons, conduire réellement un changement de pratique. Et j'ai fait aussi, moi, j'ai utilisé l'outil le calculateur à l'échelle de mon propre laboratoire dans une phase de mon enquête où je voulais mieux comprendre comment il fonctionnait pour pouvoir conduire une campagne d'entretien. Et dans les discussions, des choses intéressantes sont ressorties en disant, voilà, comment on peut encourager le fait de prendre le train s'il n'y a pas de desserte ferroviaire entre la ville A et la ville B. Donc voilà, on voit bien que les contradictions, c'est-à-dire entre voilà, une échelle individuelle et collective, entre des choses qui relèvent des représentations et de l'autre qui sont des infrastructures, enfin, ils peuvent avoir ce genre de tension. Alors, il y a un petit problème de réseau avec Antoine Hardy momentanément. Je prends une des questions du chat qui est comment quantifier les gains de travail scientifique par rapport au fonctionnement de la société. Alors j'interprète cela peut-être, le travail de recherche permet potentiellement d'améliorer, pourrait réduire l'impact carbone. Si on réduit l'activité de la recherche, peut-être que ça a un effet négatif. Je ne sais pas si c'est exactement ça que voulait dire la question, je surinterprète peut-être. Donc est-ce que Arnaud, tu veux rebondir? Et puis Antoine, ça refonctionne. On laisse le reformuler par Frédéric, c'est ça? Bonjour, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Le problème, en fait, c'est que la recherche scientifique, effectivement, elle est tellement variée. Mais si vous voulez, il y a l'aspect de processus à proprement parler, c'est-à-dire qu'on fabrique de l'efficace. Il y a tout l'aspect science et techno, on va dire, dans ce sens-là, cette articulation-là, qui est problématique, on le sait, dans notre société, puisque l'articulation entre science et technologie, et donc la version commerciale est un sujet très épineux. Ayant moi-même travaillé sur les questions des nanotechnologies à ce niveau-là, j'ai vu comment ça pouvait être critique. Mais c'est plutôt une question de méthode. Est-ce que vous, moi je ne saurais pas quantifier quelque chose comme ça, seriez en mesure de, répondre à la question ce que la science apporte à une société qui serait obligée de s'adapter, effectivement, enfin qui est contrainte de s'adapter, mais aux contraintes environnementales qui vont devenir de plus en plus directes. Pour l'instant, elles sont assez indirectes. On se dit, bon, il y a telles conséquences, on peut les mesurer, effectivement, mais comme on le voit sur le point de vue des chaînes d'approvisionnement, dans la constitution des produits, bon, en prenant bien l'exemple des semi-conducteurs, enfin la crise de Taïwan, etc., on pourrait trouver effectivement un besoin absolu de se dire qu'est-ce qui est le plus utile. Il y a vraiment des priorités, je veux dire des choses sur lesquelles on doit compter. Et à ce moment-là, on pourrait dire, mais finalement, la recherche scientifique, de ce point de vue-là, elle ne sert à rien. Donc, comment on pourrait essayer d'objectiver ça? C'est très, très compliqué. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de la biologie, après je vais m'arrêter, mais vous disiez tout à l'heure que les travaux pouvaient être plus pérennes, justement, quand on passait, finalement, quand on était lent, quand on prenait plus de temps. Donc, quand on est sur les études d'écosystèmes, ça suppose une temporalité importante. Et on est loin justement de l'urgence de répondre au plus tôt pour cet impératif à publier, hein, ça va au contraste de ce point de vue-là. Et comment on pourrait, du point de vue du débat public, c'est-à-dire du fait de le partager en termes politiques, je veux dire de la façon la plus noble, hein, c'est-à-dire à la conscience de tout un chacun, comment on peut expliciter ce gain et cet investissement important dans les sciences en général, enfin voilà, c'est une question
hyper épineuse. Mais est-ce que vous auriez une façon d'y répondre? Est-ce que ça peut être... Ou est-ce que c'est définitivement aporétique Pardon, cette question intempestive. Merci. Alors, c'est effectivement une question vertigineuse. Moi, juste, premièrement, elle renvoie à des paroles que j'ai eues de collègues aussi qui disaient « Ouais, ok, je prends l'avion, mais j'apporte au monde. Et donc, j'ai le droit de prendre l'avion parce que j'apporte au monde. » Alors, en histoire des transports, je ne sais pas trop ce qu'on apporte au monde, pour être honnête, de façon très massive, mais en tout cas, voilà, il y avait cette idée que son déplacement valait ce qu'il apportait au monde. Donc, les tonnes de CO2 pouvaient être justifiées. Alors, moi, je pense que plus globalement, elle est effectivement... c'est une question très, très importante et fondamentale. Et moi, je soulignerais juste que parmi les sciences, en fait, peut-être qu'il faut surtout penser que les solutions face au changement climatique, elles sont plutôt du côté de nos modes de vie et de nos imaginaires. Et que du coup, les sciences qu'il va falloir valoriser en termes de tonnes de CO2, c'est plutôt la philo, c'est plutôt la science politique pour dire comment on organise la pénurie, c'est plutôt ça, que forcément des sciences dures attendues. Je dis ça à sa clé. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, c'est une question très importante. Ce que je constate, c'est que, un petit peu comme le dit Arnaud, la question, c'est les émissions carbone de la recherche, à qui sont-elles attribuables, ou plutôt, pour qui doivent-elles compter? C'est-à-dire, je me souviens d'une situation d'enquête où une personne disait que sa discipline, les émissions carbone ne devaient pas compter pour sa discipline parce que ça participait plus largement voilà, que c'était une espèce voilà, quelque chose qui bénéficiait beaucoup plus largement qu'à sa communauté disciplinaire. Et donc voilà, la question, c'est, il y a un peu ce mythe derrière qui est assez structuré de la croissance continue des savoirs et connaissances, comme si celle-ci vaudrait progrès technique et moral, social, etc. Donc c'est ces choses-là très très ficelées qui sont, je pense, à défaire sur la question de l'utilité même de la recherche dans une période de contraintes énergétiques et de conséquences environnementales dramatiques. Je peux citer un exemple qui n'est pas une réponse définitive, mais que je trouve intéressant au plan méthodologique. Je mène une enquête en ce moment qui est née au sein de mon terrain d'enquête avec un groupe d'astrophysiciens et d'astrophysiciennes qui, justement, ont décidé de se poser cette question. Ils ont décidé de se demander quelle est l'utilité de notre discipline, avec l'idée derrière de dire, en fait, ce que nous dépensons et ce que nous coûtons sur le plan énergétique, à quoi ça sert, à qui ça sert? Et donc, on a construit un protocole d'enquête qui est un espace de rencontre entre leur discipline et la mienne, donc plutôt sociologie, sciences politiques, et un protocole d'enquête où ces personnes-là mènent des entretiens qualitatifs. Ils et elles se forment aux méthodes d'entretien qualitatif auprès de leurs collègues avec cette question de questionner un petit peu cette dimension de l'utilité. Avec l'idée derrière, c'était ce qui animait un peu ce groupe au point de départ, de se dire, bon, on peut faire un bilan, une estimation, pardon, de l'empreinte carbone, identifier différents postes d'émission. On imagine qu'il y a des choses qu'on peut baisser facilement. Évidemment, le collègue qui fait 34 000 km pour une conférence de 3 jours, bon, effectivement, c'est à la fois lourd dans l'estimation finale et on voit bien que ce n'est pas forcément indispensable. En revanche, le maniement des instruments, le fait de partir sur des enquêtes de terrain, bon, tout de suite, on touche à ce qu'ils appellent le cœur de métier, donc à quelque chose de beaucoup plus consubstantiel à l'activité même qui participe à la construction des savoirs et connaissances. Et donc voilà, donc ce que je peux dire là-dessus, c'est que notre enquête est en cours, donc on n'a pas encore de résultats définitifs, préalables, et donc pour le moment, je préfère pas en parler. Donc on va prolonger, mais vraiment pour répondre à cette question, moi je pense que l'utilité, plutôt que d'en chercher une définition qui serait donnée de telle ou telle manière, qui serait donnée de façon quantitative, c'est d'en faire un motif même d'enquête et d'exercer sur ses pratiques et sur sa discipline les outils de ce que Pierre Bourdieu appelait déjà la réflexivité scientifique, et donc de réfléchir sur la science en train de se faire et d'essayer de comprendre ce que cette science en train d'être faite nous fait et fait plus collectivement. Bonjour, je suis Blandine Bourmonville, je suis dans la salle. J'ai une question qui n'a a priori pas de rapport avec l'avion. Néanmoins, cette conférence est censée parler de faire la recherche autrement. Il me semble que c'est quelque chose qui est assez local. On est
une dizaine dans cette salle. J'ai vu jusqu'à plus de 50 connexions. Vous aviez dit que numériquement, dans les colloques, tout ça, quand ça vient de très loin, ça peut avoir un impact positif de faire de la visio. Est-ce que là, l'impact est positif ou négatif de faire de la visio sur une conférence comme ça, locale? Alors, si vous avez une réponse, on est à la fois local et pas que local. Mais si après, sur l'impact visio versus déplacement et présentiel. En fait, je pourrais renvoyer vers une thématique qui est celle du télétravail en général, puisqu'en fait, on peut imaginer qu'un certain nombre de collègues, etc., sont restés chez elles ou chez eux grâce à la visio et pratiquent ça régulièrement et habitent peut-être, alors le monde de la recherche est un peu particulier, mais habitent peut-être plus à distance parce qu'on peut rester X jours chez soi plutôt que de venir tous les jours. Or ça, dans le monde de recherche en transport, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui en exploration, de savoir si c'est un bilan positif ou négatif, tout ce qui est télétravail et numérique. Puisque, en fait, d'une part, les gens qui peuvent télétravailler sont des emplois tertiaires, souvent plutôt de cadres, et qui, du coup, sont des gens qui viennent plutôt habituellement dans les métropoles en transport peu carboné et vont s'établir plus lointain dans des zones où ils vont utiliser plus la voiture, mais de façon moins fréquente. Donc on a un bilan qui est assez ambivalent, et aussi parce que nos collègues qui sont à distance, en fait, dans leur journée chez eux, vont en profiter pour faire une course, pour aller chercher leurs enfants, etc., ce qu'ils n'auraient pas forcément fait en étant au bureau. Et donc, en fait, le bilan global sur la semaine est assez et pas clair pour le moment, on va dire ça comme ça. Donc, je vais répondre plutôt sur cette seule partie-là. Après, la comparaison de... Comment ? Alors, il y a aussi la visio au bureau d'en haut, enfin, un bureau d'en face. Ça, c'est... il faut quantifier tout ça, mais la visio, en fait, ça compte quand même pas pour grand-chose. En fait, par rapport à l'avion, c'est vraiment insignifiant. Par rapport à un déplacement en RER ou quoi, je ne sais pas. Oui, alors pour répondre à cette question, alors je ne surgirai pas depuis mon espace virtuel avec le chiffre qui permettrait d'avoir réponse à cette question. Effectivement, il faudrait, si on voulait vraiment avoir une réponse à cette question, quantifier et comparer avec ce que ça aurait représenté si toutes les personnes présentes seraient venues, etc. Donc c'est difficile d'avoir une réponse d'une réponse quantitative. Je cite quand même quelques témoignages sur le chat qui sont apparus quand même au moment de cette question, sur la question de est-ce que c'est où sont les personnes qui sont en ligne. Donc on parle de plusieurs chercheurs qui sont en Belgique. Frédéric, qui est intervenu tout à l'heure, se situe dans les départements éloignés. Bernard Chéoux dans le train entre l'Allemagne et la France. Et je cite la dernière intervention de Régine Dondon qui explique participer depuis 2021 à des colloques en ligne et décrit que la Guadeloupe est éloignée des grands centres de recherche et entreprendre ces voyages serait coûteux et très émetteur en carbone. Mais j'aimerais bénéficier au cours de ces colloques de salles virtuelles dans lesquelles inviter les collègues que je souhaite rencontrer à partager les travaux de recherche. Fin de citation. Un point là-dessus. Effectivement, la visio permet de participer. Aujourd'hui, par exemple, j'étais dans l'impossibilité, comme les choses se sont organisées il y a quelques jours, d'être avec vous physiquement présent. Et sans cette possibilité de visioconférence, je n'aurais pas pu intervenir aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut, dans l'organisation de conférences ou de congrès, aller beaucoup plus loin que les outils uniquement Zoom. Et il y a une collègue qui s'appelle Michel Bastian qui a publié un article, je vais le mettre dans le chat, qui s'appelle What about the coffee break? Et qui est une manière de réfléchir à des formes de sociabilité en ligne. Alors, je ne dis pas que disons que les salles virtuelles remplacent la pause café, la bière ou le Perrier grenadine de la fin de journée. Évidemment, on sait bien, on l'a vu après le Covid, voilà, le plaisir de ce que John Ury appelle la meetingness, la part irréductible à un échange physique. Néanmoins, il y a des manières, je pense, plus astucieuses, inventives. Moi, je travaille avec des collègues canadiens et quand on doit se retrouver en ligne, bon, il y a parfois, j'ai l'impression de faire un saut de quelques années plus tard dans le temps, où il y a des manières de rendre l'exercice peut-être moins froid
qu'il ne l'est. Alors, j'ai 2 questions au fond de la salle. Bonjour Guillaume Roux. J'ai une question sur la tension individuelle-collective parce que le fonctionnement des chercheurs a des spécificités. On a un fonctionnement très individualiste, enfin souvent, ça dépend des communautés, mais qui est aussi une injonction des institutions. Il y a des communautés qui ont un fonctionnement plus collectif parce qu'ils fonctionnent comme lobby, ils ont besoin d'une démocratie pour faire émerger des demandes de financement, etc. Et puis d'autres communautés où vraiment c'est très individualiste. Et donc, ce n'est pas évident. On voit bien qu'il y a une nécessité de mettre de la démocratie et des discussions, comme l'a dit le comité d'éthique, au niveau de communautés assez larges pour résoudre ces problèmes. Et on voit que les collègues et même les directeurs ou directrices de laboratoire ou même les institutions ne sont pas tellement outillés, j'ai l'impression, en termes d'outils démocratiques pour mener ces discussions. Donc, le COMETS nous dit que c'est très bien de mener des discussions démocratiques, mais quelque part, ça ne fait pas tellement partie de la culture de nos institutions scientifiques et même de la culture d'une partie des communautés de scientifiques. Donc, c'est peut-être une source de tension. Et juste pour faire la remarque, certains chercheurs disent qu'on peut attribuer les émissions carbone à un périmètre beaucoup plus large que leur simple activité parce que c'est pour la société. Mais en général, quand il y a un prix individuel, il est nominatif et attribué non pas à la communauté, mais bien à une personne. C'est juste pour faire une pointe. Alors, est-ce que Arnaud ou Antoine veulent réagir ou il y a une seconde question? Je prends la seconde question. Bonjour Anne-Laure Ligoza, merci déjà pour vos présentations qui étaient très intéressantes. J'ai une question qui est un petit peu, qui est un peu liée à celle de Frédéric tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut faire pour, alors j'allais dire estimer en fait les corrélations entre déplacement et qualité de la recherche, mais peut-être juste montrer que les déplacements ne sont pas toujours nécessaires ou dépasser cette corrélation, je ne sais pas trop comment dire ça. Voilà, Antoine parlait de l'article montrant de la Labo 1.5 montrant la corrélation entre visibilité et déplacement. Voilà, ça reste la visibilité. Comment est-ce qu'on arrive à rattacher ça à des aspects plus qualité, voilà, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que c'est nécessaire, mais enfin, en tout cas, comme c'est une objection, ce qu'on a quand même assez régulièrement, de dire que les déplacements sont nécessaires à la qualité de la recherche, ça me semble intéressant. Et puis, Arnaud parlait aussi, par exemple, de conférences historiques, etc. Est-ce qu'on a même si j'imagine pas forcément des choses quantifiées, mais des indications sur ce qu'il y avait plus ou moins de déplacements voilà, par le passé, par chercheur, évidemment, parce que sinon... Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir sur le côté historique? Alors, le côté historique me paraît encore en pleine exploration à faire, c'est-à-dire une histoire de comment l'avion a pu changer la science, ou alors du fait que les chercheurs et chercheuses sont pris dans le monde de l'accélération en général, et du coup ne sont peut-être que une sorte d'éléments parmi d'autres qui ont beaucoup plus pris l'avion. Ce qui est assez clair quand même, c'est que on voit bien que le rythme de participation, de travail, mettons des physiciens des années 1900, 1910, 20, 90, 1890, etc., c'est des rythmes où ils sont beaucoup plus longs dans leur temps de recherche sur place. Ils vont faire un séjour à Paris, à Copenhague, etc., de plusieurs mois. Donc on est sur des rythmes qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais la société avait des rythmes qui n'étaient pas les mêmes. On partait, évidemment, à l'époque, le bateau à l'international faisait que de toute façon, vous preniez tout de suite des semaines pour aller à un endroit. Donc c'est un autre rythme. Mais peut-être aussi que c'était une autre évaluation de la science, parce qu'en fait, je pense que le premier point sur lequel on touche, c'est comment on évalue la qualité de la science. Alors là, ça dépasse largement notre débat de ce matin, même si on y participe. Et clairement, je pense que la focalisation sur la bibliométrie fait partie de l'accélération, c'est-à-dire en fait la réduction au nombre d'outils en fait assez pauvres de mesure de cette qualité. C'est parce qu'en fait, il y a tellement de production que la seule façon dont on sait l'évaluer, c'est la compter. Il ne s'agit même pas de la lire. Donc, j'exagère presque un peu, hein, mais du coup, je pense que l'outil fait partie du problème.
Et sur votre première question, je n'ai pas de piste spécialement d'outils mais je pense que globalement, on est un peu désarmé face à quels outils on a pour partager le problème. Ou le fardeau, plutôt. Alors, l'outil fait partie du problème, hein. L'outil et l'indicateur font partie du problème. Antoine, est-ce que tu veux réagir aux deux questions qui ont été posées par Guillaume Roux et Anne-Laure Ligoza? Oui, d'abord pour les remercier de ces questions. Je rejoins ce que dit Arnaud sur la place prise par les indicateurs bibliométriques. Alors, il y a énormément de travaux qui le montrent et en gros, si on les prend un peu collectivement, qui racontent comment une valeur quantitative et bibliométrique du travail scientifique a pris le pas sur d'autres définitions de la valeur, je sais pas, par exemple heuristique de ces mêmes travaux. Donc, je pense que la question de la valeur des travaux scientifiques est pareil, est un objet d'investigation passionnant. Sur le plan épistémologique aussi, hein. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un travail scientifique? Ça, c'est une question. Je citerai juste là-dessus quelque chose que je trouve toujours rigolo. Dans un petit livre sur le sujet, Yves Gingras, que vous connaissez sans doute, qui est sociologue et historien sociologue des sciences, a montré ce qu'il appelle, lui, la demi-vie de la littérature. La demi-vie de la littérature, c'est dans un ensemble de corpus référentiels en mathématiques ou en physique, l'âge moyen des références, et cette demi-vie, hein, en référence aux questions de nucléaire, c'est quel est l'âge moyen de 50% des références. Et en fait, il se rend compte il montre que, alors, en mathématiques et dans une autre discipline, je ne me souviens plus laquelle, cette demi-vie de la littérature est très basse. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, une majorité de travaux qui sont cités par les collègues sont des travaux récents. Et donc, ça pose la question en fait, qu'il y a un certain nombre de travaux qui ne sont plus mobilisés, peut-être parce qu'il n'y a pas de raison scientifique pertinente pour les mobiliser. Donc, ça pose la question derrière de cette production et puis aussi du système dans lequel est encastrée cette production scientifique. Donc, c'est aussi une manière d'essayer de travailler autour de la valeur scientifique. Il y a des collègues qui travaillent sur la reproductibilité des expériences. En psychologie, je connais ces choses-là vraiment de manière très indirecte. J'ai cru comprendre que c'était quand même une question importante. Donc voilà, prendre cette valeur, la question de la valeur des travaux comme un objet de recherche en tant que tel, et de le voir comme un espace de conflit où en fait cette question de la valeur fait l'objet d'attentes diverses, d'injonctions plurielles et puis de définitions qui ne sont pas toujours compatibles. Donc voilà, ce que je trouve passionnant avec les sciences sociales, c'est cet effort constant qui doit être le nôtre pour dénaturaliser les catégories, les termes, les concepts, les notions avec lesquelles nous pensons le monde social, parce que ces notions-là aussi sont le fruit d'une histoire sédimentée et de conflits qui deviennent parfois invisibilisés dans la circulation de ces notions. Donc voilà, ce serait un effort d'enquête à défaut d'avoir une réponse ferme et définitive. Et je m'excuse parce que j'ai oublié les termes exacts de la première question. En tout cas, merci à Arnaud Passalacqua et Antoine Hardy pour leur intervention. La discussion pour aujourd'hui, on va la terminer. En revanche... Est-ce qu'il y a moyen de poser une petite question vite fait? Allez, une dernière question. C'est Frédéric Pascal qui pose la question? Oui, c'est ça. D'accord. Je voulais vous demander, je me disais... Maintenant, on se dit c'est intéressant que l'économie, elle fonctionne finalement dans l'idée d'un intérêt pour la société et même à hauteur de territoire. Et il se trouve qu'au niveau épistémologique, on peut constater que, enfin ça c'est des condamnations, des observations qui sont menées depuis un moment par une philosophe belge dont le nom m'échappe présentement, mais c'est pas très grave, vous la remettrez tout de suite, je pense. Que
on fait des observations du point de vue des sciences expérimentales qui sont dans des conditions de laboratoire. Donc, effectivement, au premier chef, cette question de reproductibilité des expériences, hein, qui est essentielle au sens où, justement, la capacité à reproduire l'expérience avec les conditions spécifiées permet éventuellement de démentir, de voir des biais, etc. Donc, c'est tout à fait quelque chose de complètement important. Ceci dit, ce protocole expérimental qui est donc par principe, bon, comme on voit depuis, couramment depuis Bachelard, etc., par exemple, très, très, très étroitement spécifié, son défaut attenant, c'est aussi que les conséquences de l'adoption de telles conclusions observées dans ces conditions spécifiées à des réalisations fonctionnelles sur un territoire. Donc, on peut prendre l'exemple, par exemple, je sais pas, l'usage des intrants, des choses qui posent débat maintenant, hein, ou même le bénéfice, je sais pas, de telle technologie en particulier. Si on la développe complètement sur un territoire donné, si on la rend effective, finalement, il y a plein d'effets qui étaient invisibles dans l'expérimentation, des coûts en fait pour l'environnement, des coûts du point de vue de la consommation d'énergie, des coûts pour la santé des écosystèmes, etc., qui sont absolument catastrophiques. Et de ce fait, on pourrait dire, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de concevoir une transversalité sur un sujet donné d'horizon scientifique pour étudier sur un territoire donné quelles seraient finalement les conséquences positives et négatives de l'adoption de telle ou telle techno. Là, j'ai fait un travail d'observation sur le fonctionnement des énergies, sur les questions des énergies alternatives. Les énergies alternatives, vues de haut, on les observe, on utilise telle techno, telle techno, telle techno. Bon, ça permet d'assurer une sécurité d'approvisionnement énergétique. Seulement, à chaque fois que vous avez une structure de transformation de l'énergie, localement, quand on l'observe de près, elle a vite fait d'être complètement catastrophique. Donc, bon, là, les éoliennes offshore dont on entend beaucoup parler actuellement, si on suit Wild Legal, parce que vous avez vu hein, les procès en ligne par les gens des universités de droit, eh bien, si on regarde justement les doléances, on voit, mais on se dit, mais c'est absolument insoutenable, on ne peut pas faire des choses comme ça. Mais cependant, si on veut développer, si on dit on a un besoin de l'énergie pour maintenir la société telle qu'elle fonctionne, etc., eh bien, on va forcément avoir affaire au déploiement de technologies qui sont polluantes. Je veux dire, si on mesure les photovoltaïques, l'effet du photovoltaïque, si on prend la globalité de la chaîne, c'est assez effrayant également. Donc, on pourrait se demander comment on pourrait mieux les développer. Quels sont les coûts qui sont raisonnables? À quelle vision? En prenant pied sur un territoire. Parce que quand on voit de la métropole ce que c'est que utiliser telle forme d'énergie, quand on le voit sur place avec la variété des écosystèmes qui vont être clairement mis à mal, eh ben, la question est plus problématique. Et donc, vis-à-vis de la… Enfin, voilà, c'est multi-horizon. Hein, mais ce que je veux dire, c'est placer de temps en temps des rencontres de long terme où on pourrait imaginer que plein de gens se rejoindraient sur un cas d'espèce, sur une durée de plusieurs mois, voire une enquête, si vous voulez. Ça me paraît, enfin bon, c'est un vœu pieux hein, peut-être, mais ça me paraît une direction, en tout cas personnellement, qui me passionnerait d'articuler. Antoine Hardy, vous voulez répondre quelque chose? Non, c'est intéressant. Pas de réponse particulière, si ce n'est que je pense aussi que les échanges que nous avons, la dernière intervention de Frédéric, comme les contributions qu'il y a eu en ligne et dans la salle, montrent voilà, qu'il y a, en tout cas moi je le perçois de mon poste d'observation, un intérêt pour toutes ces questions qui est aussi une opportunité, voilà, je pense, de repenser les pratiques et représentations de notre métier, de nos métiers, dans toute leur diversité sociale et disciplinaire.
Et je trouve que ça fait partie des choses dans une période qui est quand même assez éprouvante sur le plan climatique, économique et social. Et encore, s'il n'y avait que ça, il n'y a pas que ça non plus. Donc voilà, je trouve que ça fait partie des choses qui sont un petit peu enthousiasmantes que de saisir des moments où on peut collectivement essayer de réfléchir à d'autres manières de faire et aux possibilités et contraintes qui entravent ou pas ces manières de faire. Et donc voilà, c'était juste, comme c'est sans doute ma dernière intervention aujourd'hui avant de vous laisser, de vous remercier simplement d'avoir initié ce cycle de conférences et permis ces échanges. Merci. Moi, je compléterais juste en disant qu'effectivement, l'absence de territoire comme étant un laboratoire possible est quand même quelque chose qui pose beaucoup de soucis sur les solutions, tant qu'on pense les solutions comme étant juste des objets qu'on va sortir de son laboratoire. Et donc ça invite à revoir le périmètre de ce qu'on appelle en fait l'avion ou de ce qu'on appelle la voiture comme étant en fait des systèmes plus globaux avec tout ce qu'il véhicule de social, d'imaginaire et de pratiques associées, et ça incite donc du coup à chercher les solutions de façon beaucoup plus globale que simplement, c'est déjà pas facile, tirer de la paillasse directement appelée à s'appliquer sur un territoire de façon massive. Voilà, merci. Merci. Et donc, oui, je voulais juste dire qu'il va y avoir d'autres séminaires qui vont suivre et que donc les discussions qu'on commence aujourd'hui pourront se continuer lors des séminaires suivants. Merci à tous et j'espère à la prochaine fois.